Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la suite de cet entretien consacré à Jean-Pierre Lafont. Le photographe français installé à New York poursuit son exploration de la société américaine dont il a toujours partagé le goût de la liberté et de l'action, ainsi que ses récits de reportages à travers le monde. Les histoires qu'il nous raconte et qu'il a vécues sont des témoignages précieux. Elles sont l'essence même de la production d'images. Garder des traces, construire une mémoire collective, associer les souvenirs intimes à un récit universel. Bienvenue dans ce deuxième épisode de L'Œil Écoute, de celui qui fut aussi le premier correspondant de Gamma aux États-Unis. Dans les intéressés, et je faisais plus partie, il n'y avait plus de poule, je faisais partie des photographes officiels qui avaient le droit de les photographier à la Maison Blanche. D'accord, vous aviez une Là, sorte d'accès plus de privilégié voilà. En fonction de vos propres exact. choix. Alors je voudrais revenir sur New York, ma question initiale sur le New York un peu underground. Il y a une photo qui m'a troublé, c'est celle du travesti avec ses rouleaux, avec ses bigoudis, qui pourrait être le même modèle que celui qui a posé pour Diane Arbus dans l'une de ses célèbres photos. J'imagine que vous voyez cette image. Oui. Mais dans votre image, il y a une forme de familiarité. Vous donnez un point de vue de l'intérieur. C'est la même chose quand vous photographiez les Savage Skulls, un gang du Bronx. Vous vous mettez au même niveau que ces jeunes. Il n'y a pas d'effraction, d'indiscrétion. Vous prenez ce que l'on vous donne. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte de ces reportages et nous dire comment vous définissez la distance avec vos modèles? Effectivement, j'ai peut-être une façon de photographier, parce que je ne veux pas faire des photos comme on fait les autres. J'ai toujours tendance à vouloir travailler seul. J'aime pas travailler en groupe et j'aime travailler très vite. J'aime pas m'éterniser, parce que quand tu t'éternises en photo, tu recommences à faire les mêmes photos. Et quand tu fais trop de la même chose, tu es aveugle, tu vois plus les photos. Donc j'ai toujours été sensible à le premier immédiat contact visuel et de sortir l'appareil et de faire clic à ce moment-là. Toujours. Je vais te raconter ces deux reportages très rapidement. Je faisais en 65 le laboratoire pour Peter Bash, qui se trouvait dans l'ouest, 64e rue, 65e rue, dans ce quartier-là. Et je sortais du labo en fin d'après-midi d'été, et il y a deux garçons qui s'enlaçaient tendrement devant une porte cochère qui existe toujours aujourd'hui dans l'ouest, 64e rue. Et ils me disent « Tu es photographe ?» J'avais le Leica autour du cou. Je dis « Oui ». Et ils parlaient un français, un anglais hispanisant, évidemment, comme dans tout le quartier à ce moment-là, qui était très portoricain. C'est le quartier de West Side Story. Oui. C'était en ce moment, à la fin du tournage de West Side Story. C'était le début du Lincoln Center, de l'Opéra de New York. Voilà. Et alors, ils me disent, tu veux faire des photos de nous? Tu peux. Et puis, ils me montent un escalier de secours, et ils s'enlacent tous les deux dans l'escalier. Je fais les photos, très respectables et très gentilles, et je reviens le lendemain, et je leur ai dit, je vous apporterai les photos. Ils ne me croyaient pas. Et je suis revenu le lendemain avec 2-3 tirages, ils ont adoré. Ils ont dit, tu vas rentrer dans notre building, on est tous des prostituées, on se déguise en femmes à partir de 1h du matin, et de 1h du matin jusqu'à 7h du matin, on fait le trottoir entre la 63 et la 71 sur le West Side, et pendant la journée, on vit dans ce building, on s'habille en femme, on fait nos propres robes, on a nos poupées, et on vit comme ça dans ce building. Si tu veux, viens nous photographier dans le building. Donc ils m'ont laissé rentrer dans les 2-3 étages où ils habitaient, dans leur chambre, etc. Et j'ai fait les photos, très simplement. Puis j'ai eu l'idée de revenir le lendemain avec des prints.
Ils ont adoré. Et j'ai fait un défilé de mode. Puis ces garçons, qui étaient absolument adorables, faisaient leur propre robe, leur propre pantalon à l'époque, avec des genre éléphant, avec des dentelles au bas des pantalons, un peu Renaissance. C'était très amusant. Et j'ai fait des photos de mode. Et puis, un incident s'est passé à ce moment-là, en fin d'après-midi. J'ai eu un macro, un pimp, qui est venu et qui m'a sorti un grand couteau, qui l'a mis dans ma poitrine en me disant « Tu as la chance que je ne te prenne pas tes appareils, fous le camp, je ne veux plus te voir dans le building. » Et je ne me suis pas fait répéter ça 2 fois parce que c'est sérieux, je ne voulais pas perdre quelque chose. Et ce reportage, je ne l'ai jamais publié, mais jamais. Eliane est tombée dessus, comme elle passe tout au peigne fin. Elle m'a dit, bon, non, fais-moi sortir les contacts. Alors elle regarde les contacts, elle me dit, tu as des négatifs? J'ai dit, tu sors les négatifs. Et puis elle a mis toutes les photos qui sont dans le livre. Le paradis d'un photographe. Et elle m'a fait raconter l'histoire parce qu'elle n'était pas là, elle n'était pas encore arrivée à New York à ce moment-là. Et voilà, c'est un incident. Maintenant, l'autre incident dont tu m'as parlé, le Savage Skull, c'était beaucoup plus tard, c'était en 72. Le New York Times disait que les gangs du Bronx faisaient la chasse aux pushers, aux vendeurs de drogue. Et que les gangs, c'est un petit groupe d'individus extrêmement agressifs, actifs, avec leurs propres règles, qui ont une délimitation géographique particulière d'un morceau de leur quartier. C'est quelques blocs. C'est quelques blocs. Et là, tu traverses la rue au bout du bloc, tu n'es plus chez eux et tu risques vraiment d'être tombé sur un autre gang qui, pour des raisons XY, que j'ai jamais très bien compris, s'entretuait. Mais par contre, le groupe le plus actif, dont on parlait le plus à l'époque, c'était les Savage Skull, parce qu'ils avaient la fâcheuse habitude de monter au dernier étage, par force, les vendeurs de drogue qui voulaient vendre la drogue aux enfants, aux plus jeunes, aux filles, etc., les mettaient sur la terrasse de tous les buildings du Bronx, qui sont tous au 5e, ça s'arrête au 5e étage, et ils les jetaient dans le vide. Donc les flics les retrouvaient le lendemain matin, à 4-5 heures du matin, retrouvés dans ces gens. Donc ça faisait beaucoup les premières lignes du New York Times. Alors, c'est étrange, parce que quand vous les photographiez, en fait, c'est des gamins, ils ont quoi, 15-16 ans? Absolument, il y a même, peut-être même souvent, peut-être un peu plus jeunes. Mais voilà, ils étaient portoricains, ils parlaient très peu l'anglais, aucun d'entre eux n'avait été dans Manhattan, qui était un quart d'heure de métro, même pas 10 minutes de métro. Et ils vivaient là en maître, avec leurs règles. Et en grande communauté avec la police. Ils connaissaient tous les flics. Chaque fois qu'il y avait un flic qui passait dans sa voiture, « Hi Johnny, hi Charlie ». Et c'était, voilà, on est là, tu me connais, je te connais, je sais pourquoi tu es là. Tu vois, je t'emmerde pas maintenant, voilà. Ils avaient leur groupe, ils avaient leurs règles. Et ils ont été, évidemment, au début, quand je suis arrivé avec ma petite voiture, j'avais une R5 à l'époque, ils ont été un peu dubitatifs, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que J'étais avec un caméraman, avec un copain à moi, parce que je voulais pas aller tout seul. Et ils se sont approchés de la voiture, j'ai descendu la vitre, et on s'est parlé comme ça, avec la voiture, avec le moteur en route. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi vous êtes là? Et j'ai dit, on est des photographes. Ah, on ne veut pas de journalistes. J'ai dit, mais on n'est pas journalistes, on ne veut pas écrire. Ah, vous n'avez pas à écrire? J'ai dit, non, on veut, si vous voulez nous montrer quelque chose, on va le photographier, mais on n'écrit pas. Lui fait la caméra, il était caméraman de la 2, et moi je faisais les photos, j'avais pas de magnétophone, j'avais rien. Et
on est rentré comme ça en contact avec eux. Et le fait que vous soyez français, c'était peut-être aussi un avantage, non? Complètement, parce que c'était un signe d'authenticité. On n'était pas des faux flics, voilà, on était là. Et puis, je leur ai montré notre carte de correspondants étrangers. On avait tous des cartes de presse avec notre appartenance à la Foreign Press Association. Alors, il y a une chose qui est assez paradoxale, parce que vous dites, les photos, faut les faire vite, parce qu'après, ça nous échappe. Complètement. On est finalement familiarisé c'est terrible. À la rue, au monde dans lequel on est. Absolument. Néanmoins, quand vous êtes avec les Savage Skull, j'imagine que ça a duré quelques jours, ça s'est pas passé en une fois. Ça a duré 3 jours, parce que au bout du 3e jour, quand je suis revenu, je recommençais à faire les mêmes photos. D'accord. Donc de votre propre initiative, vous vous êtes dit, ça y est, c'est complètement. fini. Moi, je voyais plus rien. À nouveau, on perd du temps de descendre dans les caves, faisant semblant de se battre sur les trottoirs, rigolant de notre naïveté et de nous. Je faisais plus de photos, j'avais l'appareil sur le ventre. Ça m'intéressait plus du tout. Ce qu'ils me montraient, c'était bon. Et je n'allais pas non plus provoquer de guerre de quartier, ni leur demander d'être la nuit, parce qu'ils m'auraient refusé de passer la nuit avec eux. C'était exclu et pas possible, et je le savais déjà dès le début, ça. Ils m'ont dit, tu vas photographier ce qu'on veut, et pas autre chose. Et ça s'est, au fond, très très bien passé, parce que c'était des braves gosses. C'était franchement, des jeunes très sympathiques avec nous, et qui était très sincère. Est-ce qu'à distance, comme ça, alors on parle des Savage Skull, mais est-ce qu'à distance, comme ça, vous avez retrouvé des gens, des gamins que vous avez pu photographier dans ce New York des années 60, 70, plus tard, au début des années 2000, ou qui vous ont interpellé, ou qui vous ont écrit? Est-ce que c'est arrivé ce genre de choses? Alors, c'est amusant que vous posiez cette question maintenant, parce qu'il y a effectivement, il y a 15 jours, ma femme, sur un des réseaux sociaux, a eu quelqu'un qui a dit qu'il était sur une de mes photos à Watkins Glen, dans le plus grand festival de rock américain. Il y avait plus d'1 million de personnes qui s'est dérangé pour voir ce festival de rock. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il était là sur la photo, le deuxième en bas à gauche, c'était lui, etc. Bon. Mais c'est extrêmement rare. Pour les Savage Skull, j'ai eu un jour, peut-être 20 ou 30 ans plus tard, j'ai eu un jour un email d'une personne qui m'a dit « Monsieur Lafont, vous avez photographié ma mère dans les Savage Skull » et elle m'envoie une copie de ma photo du web en me disant « Voilà, ma mère vient de mourir. Et est-ce que vous pourriez envoyer une photo pour l'église ?» Donc je me suis empressé de faire un grand Xerox de 2-3 photos, le portrait de cette femme, et je lui ai envoyé. Donc ça, c'était quand? C'était en 2000 peut-être? Oui, c'était il y a, je sais pas, peut-être 8-10 ans, ou 5 ans peut-être. Et ça doit vous ensuite, toucher, récemment... Ça doit vous toucher, justement. Oui, absolument. Gens... Déjà, ça vous permet aussi de reconnecter très légèrement très légèrement, parce que j'ai essayé, à travers le musée du Bronx, d'essayer de remonter vers les survivants des Savage Skull. Et il y en a 2 ou 3 qui, effectivement, sont restés gangs et appartiennent au gang de motocyclistes. Un peu dans l'esprit des LA Angels. Oui, c'est ça, exactement. Et comme le musée de Bronx n'était pas intéressé par me mettre en rapport avec eux, de faire une exposition, j'estime qui aurait été très intéressante. Mais malgré tout, ils ne voulaient pas, m'ont-ils dit, montrer trop la misère qu'il y a eu. Ils ne voulaient pas l'exposer parce qu'ils l'avaient exposé déjà plusieurs fois. Et peut-être que le Bronx cherche à redorer un peu son blason désormais. Le Bronx a tellement changé. Le Bronx
est un magnifique borough en ce moment. Surtout autour du zoo du Bronx, il y a des immeubles magnifiques, il y a un highway qui a été percé et qui a laminé tous ces buildings que j'ai photographiés, tous ces ghettos qui ont disparu, qui ont brûlé. Jean-Pierre, je vous propose maintenant de vous déplacer dans le monde rural. Vous avez fait plusieurs reportages incroyables sur la misère ou le déclassement des fermiers dans les années 80 notamment. Est-ce que vous aviez en tête les images de Dorothea Lange qui témoignent de l'exode rural, de la grande crise de 29 ? Est-ce que inconsciemment ou consciemment peut-être, vous vous inscriviez dans le sillage de ce travail ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai évidemment en tête tout ce qu'ont fait Dorothée, Cunningham aussi, etc. Mais franchement, j'ai pas du tout pensé à leurs photos ou à refaire leurs photos. C'est pas du tout dans mon esprit. Eux avaient des fermiers qui étaient totalement, à cette époque-là, dans la misère. Ils n'avaient rien à manger, ils ne savaient pas où ils allaient vivre ou planter leur tente avec leur vieille guimbarde qui faisait péniblement 10 km par jour. Non, pas du tout. Je suis arrivé dans une Géorgie qui était un État vainqueur, un État dont tout le monde parlait parce que le président Carter venait d'être élu. Et pendant la période entre son élection et le moment de l'inauguration, il y a le 21 janvier, il y a 2 mois et demi où la presse, toujours, va sur les pas de celui qui va être le nouveau président. Où il habitait, comment était sa famille, quelle origine. Il y a toujours un retour de la presse sur les racines. vers les racines de celui qui va arriver à la Maison-Blanche. Et là, c'était facile, parce qu'il habitait Plain, Georgia, qui était un petit village, qui est une fin même de voie ferrée, pour sortir les cacahuètes, qui étaient les grandes récoltes de cette région-là. C'était les cacahuètes. Et les parents de M. Carter avaient d'immenses fermes où ils faisaient de l'arachide. Mais quand je suis arrivé à Plaine, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres choses que les autres photographes ne regardaient pas. Par exemple, il y avait un petit endroit où les Blancs venaient chercher leur hamburger, un espèce de petit McDo local, et qui s'appelait le KKK. Ah, le KKK. Le Kitchen Country Corner. Qui fait référence évidemment au Ku Klux Klan. Évidemment. Donc ça m'a un petit peu sonné de voir ça. Mais on est dans le sud ségrégationniste encore. Complètement. Et en plus, d'un côté de la rue, il y avait les églises pour les Blancs. De l'autre côté de la rue, il y avait les églises pour les Noirs. Et entre les églises, des petits commerces, des petits bars, des petits épiceries, des marchands des coiffeurs, qui étaient d'un côté noir et d'un côté blanc, et les deux populations ne se mélangeaient pas du tout, sauf pendant les périodes que j'ai pas connues, mais que j'ai comprises, c'était les périodes agricoles, où tous les Noirs partaient dans les fermes de Blancs, parce qu'ils étaient bien payés, et correctement, et qui vivaient le reste de l'année, après les moissons, ils vivaient le reste du temps en autarcie sur leurs économies, et restaient là. Donc il y avait une population extrêmement pauvre. Et c'est un endroit, Plain Georgia, où j'ai photographié la famille la plus pauvre des États-Unis que j'ai photographiée. C'était une famille autour de la grand-mère, qui vivait dans une maison évidemment en bois, d'une seule pièce. En dessous du plancher, car elle était surélevée d'environ 1 mètre, avec 3-4 marches qui montaient à la maison, et sous la maison, c'était le poulailler. Il y avait des fils qui arrivaient aux petits arbustes sur les côtés de la maison, où on faisait étendre le linge. Et à l'intérieur de la maison, il y avait 2 canapés, et il y avait 3 ou 4 matelas roulés, et ils étaient 7 à 8 à vivre dans la maison,
Et il n'y avait pas d'étagère. C'était remplacé par des clous. Et tapés sur ces clous, les gens avaient des sortes de petits paniers, de petits sacs, avec leur carte d'identité, leurs biens, leurs petites économies peut-être, je ne sais pas, leurs t-shirts, sans doute pas de chaussettes, sans doute un seul pantalon, celui qu'ils avaient sur eux. Et des gens extrêmement pauvres. Et il y avait au centre de la pièce un réchaud en bois, qui était en même temps la cuisinière. On est en quelle année, là? Là, on est en 72, à l'arrivée de M. Carter à la Maison-Blanche. Donc, c'est-à-dire que cette ségrégation qui a été abolie depuis bien longtemps, elle perdure quand même. Mais elle perdure aujourd'hui. Dans les faits, oui, bien sûr. Elle perdure aujourd'hui. En plus de ça, aujourd'hui, il y a encore des gens, dans des tas d'endroits des États-Unis, qui ne savent pas qui est président des États-Unis. Ils savent pas. Ils savent toujours quel est le maire. Le maire et le shérif, et ça, ils connaissent. Mais quels sont les congressmen, quels sont les sénateurs qui le représentent de leur État, qui sont à Washington? Ils n'en ont aucune idée. Et même, souvent, le président, ils savent en tout cas pas le nom du vice-président ou de la vice-présidente actuelle. Ça leur échappe parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils ont la radio locale, ils ont la télévision communale qui tourne en rond, entre fermiers, qui groupent peut-être 20 ou 30 ou 40 fermes, et puis à côté, il y a un autre noyau de 20, 30, 40 fermes qui ont leur propre télévision. Et donc, il y a les gens qui vont dans telle ferme où il y a une table et où il y a en permanence une caméra de télé, et ceux qui veulent parler de leurs problèmes, de la vente de leur tracteur, de la réparation de leur moissonneuse, des engrais qu'il faut acheter, des problèmes d'éducation, des bourses, etc., ou des engrais qu'il faut mettre, ils le font à la télévision communautaire. Et est-ce que vous diriez que les grandes villes, donc Washington, New York, Oui. Détroit, Miami, Oui. sont des îles au milieu de ce paysage, en fait Pas tout à fait. Non, dans certains, non, quand même pas. Mais il y a certains États qui sont vraiment, vraiment restés en arrière, restés vraiment en arrière. Ils sont difficiles à comprendre. Il y a aussi souvent des régions de blancs où il y a une éducation pratiquement nulle, ils savent absolument à peine lire et écrire, et encore beaucoup. Je te parle du Kentucky, par exemple. Je suis arrivé un jour dans le Kentucky, il faisait brumeux et il pleuvait. J'avais une voiture de location et j'allais à un endroit où on allait vendre aux enchères une ferme. Et je me suis perdu dans les petites rues, ces petites routes qui ne sont pas goudronnées, c'était des routes entièrement boueuses. Et il y avait cette petite maison, on aurait dit la maison de Blanche-Neige, avec la petite cheminée, avec la fumée. Et il était à peu près 12h30. Et j'ai arrêté la voiture, je suis sorti, j'ai tapé à la porte. Personne ne m'a répondu. J'ai ouvert la porte. C'était la porte de la cuisine, qui était la porte principale. Et derrière la cuisine, sur une table, il y avait un monsieur, une dame, le papa-maman, et il y avait 3 enfants, dont une petite qui me tournait le dos, et 2 enfants à chaque extrémité de la table. Et derrière cette famille, il y avait une tapisserie qui représentait la scène, le dernier repas. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit « Excusez-moi, je suis photographe et j'ai perdu mon chemin. Pouvez-vous me dire, j'allais à telle et telle ferme ?» Ils me regardent et ne me répondent pas. Je suis un peu atterré, je ne comprends pas. Je me rapproche d'eux, je leur repose la question. Ils me regardent dans les yeux, ils ne me répondent pas. Et la petite qui me tournait le dos se tourne vers moi et me dit « They are dumb », ils sont sourds-muets. Ah, ok. Et cette famille avait un langage à eux qui n'était pas un langage de gestes, qui n'était pas le langage des sourds-muets, qui était une espèce de piaillement, comme des petits oiseaux.
et qui était leur langage pour se comprendre. Et elle, cette petite qui m'a répondu, qui devait avoir 8 ans, quelque chose comme ça, m'a dit qu'elle n'était pas sourde-muette et qu'elle allait à l'école. Et son frère et sa sœur qui étaient à côté, eux aussi, ils allaient aller à l'école, ils n'étaient pas sourds-muets, mais qui ne savaient pas parler. Ouais, c'est incroyable. Donc en fait, cette voilà. gamine faisait la liaison entre... Voilà. Tu vois, les endroits retirés qui existent encore aux États-Unis, ignorés, complètement loin de tout, et que seul, tu vois, de te balader en journaliste, tu peux les voir, tu peux les rencontrer, tu peux en parler comme je viens de le faire, mais c'est fou, quoi. Ces gens, ils lisent pas, ils écoutent pas la radio, ils s'en foutent complètement. Ce qui est l'important, c'est le repas du soir, est-ce qu'on va avoir assez de bois pour chauffer la soupe? C'est ça qui est important. En fait, c'est des gens qui sont un peu enfermés dans leur propre monde. Ben oui. On va justement parler de loi de liberté. Oui. Il y a une photo célèbre que vous avez réalisée à la prison de Tombe, où l'on voit des mains qui s'échappent d'une cellule et qui expriment la prière, la protestation ou l'abandon. Sing Sing, Tombe, Rahway, ce sont des prisons qui se trouvent à New York ou aux alentours de New York. Vous avez fait des photos. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un sujet que vous avez fait dans l'Arkansas à Cummins, qui dévoile aussi le dysfonctionnement de la justice. C'est une grande tradition dans le photoreportage de s'intéresser à l'enfermement. Je pense à Depardon, Geneviève Atwood, Jean Gomy, Grégoire Korganoff. La liste est longue et je ne vous parle que de français. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Jean-Pierre, à vous intéresser à ces sujets liés à l'enfermement? On est obligé parce que tellement de choses se passent avec la justice quand on est journaliste. Il y a des nouvelles prisons qui s'ouvrent, des prisons qui se ferment. Il y a des prisonniers célèbres qu'on essaye d'interviewer, d'aller voir. Et puis, à l'époque où je suis allé dans la prison de Tombe, c'était l'époque où les prisonniers, qui étaient incarcérés en tous les cas, très fraîchement, sous le palais de justice, cette prison n'existe plus. C'était des gens qui étaient atteints de la drogue, qui étaient en manque. Toxicomane. Voilà. Et il fallait leur trouver un remplacement, qui était la méthadone. Et c'était la première fois dans une prison américaine où on allait donner de la méthadone aux drogués, aux gens en manque. Donc c'était quand même une photo. C'est une image que vous aviez réalisée sur commande pour une agence? Non, pour moi. Non. Oui, c'était... Quand tu lis les journaux, tu sais ce qui se passe le lendemain. Et ce qui est important, et tu penses toujours, ah ben je vais faire une image. Et je me suis complètement trompé. Mais trompé parce qu'il n'y avait pas d'image du tout. Car on donnait un petit gobelet, donc on ne voyait pas la méthadone, à des gens qui étaient derrière des barreaux, qui tendaient une main, qui la mettaient dans la bouche et qui repartaient. Autrement dit, il n'y a pas de photo. Nul, c'est nul, complètement zéro. Mais cependant, j'étais là parce que c'était quand même la symbolisation de quelque chose d'important. On allait soulager quand même des drogués dans les prisons américaines, où il y a des drogués qui hurlent toute la journée, toute la nuit, parce qu'ils sont en manque pendant les premiers 10 jours où ils sont incarcérés. Donc c'était quand même quelque chose d'important d'être là. Mais quand je suis arrivé, c'est le photographe qui a pris la place, si tu veux, du journaliste. J'ai vu tout de suite, j'étais en haut des marches, une photo verticale, une photo avec un cadrage de 90 mm. Et il y avait dans cette photo ce que j'avais déjà vu et connu dans d'autres prisons aux États-Unis. Tu avais tout un symbole. Tu avais les gens qui gueulent, et toute la journée, quand tu as la presse qui passe devant des barreaux, tu entends les gens qui te disent « Je suis innocent, sortez-moi de là, voilà mon nom », etc. Donc, tu as des rebelles qui te disent qu'on s'est trompé, qu'on les a enfermés à tort. Et tu étais, au fond, symbolisé par un point noir qui, à l'époque, était le point des Black Panthers en plus. Donc ça, c'est dans la photo qu'on évoquait tout à l'heure, voilà. Dans la prison de Tombe, où on voit C'est ça. Et ensuite, il y avait des gens qui priaient. Dans les prisons, tu as toujours des Bibles, des Torahs, maintenant beaucoup de Corans. Les gens
pris beaucoup dans les prisons, beaucoup, comme livres de nuit, livres de chevet, il y a beaucoup de livres religieux. Et j'avais ces deux mains qui étaient en forme de prière, et la plupart des prisonniers dans les prisons, c'est des prisonniers qui ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est-à-dire la masse générale de prisonniers, c'est des gens qui sont abandonnés. Et il y avait ces mains qui tombaient vers le sol, qui symbolisaient un peu cette impuissance. Tu vois des gens enfermés derrière les barreaux. Donc il y avait ces trois mains, le rebelle, celui qui prie, et tous ceux qui se sentent abandonnés, qui connaissent pas pour le nom de leur avocat, qui savent pas quand ils passent en justice, qui savent pas pourquoi on les accuse, et qui font tout un cinéma dans leur tête, j'imagine, pour se transformer, parce que ils passent pas en justice pendant des semaines et des mois, souvent. Donc, l'esprit évolue. Et j'ai trouvé que cette photo, j'ai eu de la chance de la faire, je l'ai vue avant de la faire. Et j'ai vu qu'au bout de 2-3 photos, elle n'y était plus. Je l'ai fait en couleur aussi. Elle est moins bonne, mais elle est aussi valable. Alors, c'est une question que je voulais vous poser également sur votre arbitrage entre la couleur et le noir et blanc. Oui. Pourquoi certaines de vos images sont en noir et blanc? Oui. Pourquoi certaines sont en couleur? Est-ce que c'est une contrainte technique? Est-ce que c'est une adaptation au support que vous anticipez par rapport à la presse magazine? Comment est-ce que vous faites votre choix? Mon choix a été fait par les clients de l'agence. Les clients de l'agence, jusqu'aux années 76, 78, tous les clients, en majorité, étaient des clients qui imprimaient en noir et blanc. Et après le départ d'Apollo, qui a été le premier photo de Time Magazine en couleur à cette époque-là, donc là, on est en 69. On a commencé à faire des photos couleur pour les magazines. Donc on avait les deux. On était obligé. Deux boîtiers. On était obligé d'avoir les deux. Mais jusque en 60, je dirais en 72, 73, mon reportage que j'ai fait chez les rescapés des Andes est tout en noir et blanc. Tout en noir et blanc parce que il n'y avait pas de clients pour la couleur. Il y avait éventuellement Stern et Paris Match pour leur couverture, mais ils repeignaient, ils refaisaient la couverture en couleur à la peinture. D'accord. N'est-ce pas? Avec les différentes densités de papier et d'encre, et ils recolorisaient les couvertures. Mais sinon, Geographic Magazine, avec ce papier, qui était un papier support glacé absolument magnifique, c'était des rares photographes qui travaillaient qu'en couleur. Mais cependant, pour me poser la question, pour répondre à ta question, moi je vois en couleur, je ne vois pas en noir et blanc. C'est-à-dire que vos images en noir et blanc, quand vous les regardez aujourd'hui, vous les devinez en couleur. Vous avez l'image. Oui, je peux les voir en couleur. Ouais, complètement. c'est assez extraordinaire. Je peux les voir en couleur. Et j'ai posé cette question du reste à Salgado, en Chine, il n'y a pas tellement longtemps. On avait une conférence de presse. On était commune à plusieurs photographes. Et j'ai posé la question pour les Chinois à Salgado. Tu vas à l'autre bout du monde, pourquoi tu nous ramènes des photos noir et blanc? Et Sébastien m'a dit une chose auquel je pense encore aujourd'hui, il ne voit pas en couleur. Mm-hmm. Donc c'est rédhibitoire. Et pourtant, il a des caméras qui shootent en noir et blanc, en couleur et en noir et blanc. Et désormais, voilà, c'est ça. Avec le numérique, c'est noir et blanc et couleur en une seule fois. Maintenant, c'est le même appareil au même moment. Le noir et blanc a cette faculté aussi de lisser un peu les ambiances. Ça permet d'avoir des choses je reconnais beaucoup le caractère un peu exceptionnel des photos noir et blanc pour marquer certains reportages. Mais ce que je reproche beaucoup également à certains magazines ou à certains festivals qui vont donner de la surface d'exposition à des photographes qui aujourd'hui vont te montrer la déforestation de l'Amazone en noir et blanc. Et ça, les bras m'en tombent. Pour moi, c'est se moquer du monde. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu une forme d'esthétique d'utiliser le noir et blanc, alors que ce n'est plus une contrainte technique. Complètement.
Pourquoi aller au bout du monde, ramener des photos extraordinaires? Mais regarde les photos la beauté de photographes comme Hans Sylvester, qui va pour nous dans des régions où nous n'irons jamais, au bout du monde, et qui nous ramène des couleurs, mais extraordinaires, fascinantes, qu'on ne peut pas imaginer même. Et ça, je les remercie profondément. Il faut arrêter de photographier avec les appareils photo en vertical. Il faut aussi faire du film en horizontal. Oui, donc vous êtes pour exploiter en fait toutes les potentialités qu'offre aujourd'hui la photographie. Voilà, on est en train d'assassiner un peu ces photos, en les maltraitant. Hein, pourquoi les transformer en noir et blanc et pourquoi mal les composer et mal les éclairer? Il faut continuer, je pense, à une certaine tradition de l'image, une certaine tradition professionnelle du photoreportage. Et je suis un des adeptes, si tu veux, de ce genre de choses. Je suis vraiment très passionné par à la fois les possibilités des appareils photo, comme les Sony aujourd'hui, où on peut faire des photos à la lumière de la Lune. Est-ce que vous avez été tenté, Jean-Pierre, par l'image animée? Est-ce que vous avez eu envie Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très maladroit. De temps en temps, je filme ma famille dans des moments gracieux qui sont sympathiques, et au bout de 3 minutes, j'arrête mon vidéo, je fais des photos. Je suis très maladroit en film. Je sais. C'est un métier différent. Par contre, je passe mon temps devant la télévision. Je suis un fanat des films, un fanat des reportages photographiques, cinématographiques, vidéo, mais je ne serais pas capable de les faire. Et documentaire, de presse. Absolument. C'est la même chose que ce que vous avez fait, mais en image animée. Oui, oui. Et pour terminer, puisqu'on a la chance de parler d'une carrière qui a été récompensée d'ailleurs par un Visa d'or à Visa pour l'image, lorsque vous plongez aujourd'hui dans vos archives pour faire un livre ou une exposition, puisqu'on n'en a pas parlé, mais je développerai ce point peut-être avec Eliane, vos photos sont passées de la presse écrite au livre et au CIMES des musées et des galeries. Est-ce qu'il y a une photo, un reportage que vous avez découvert sous un nouveau jour, un peu comme un bon vin oublié et qui après quelques années passées à la cave va révéler des promesses? Je pense que, en regardant mes archives, je pense qu'il y a matière à tirer des photos intéressantes dans mes travaux que j'ai faits en Chine, et également le premier reportage en 79 sur les enfants au travail, qui a mal été exploité, à mon avis, exploité vite, et puis on est parvenu dessus. Et je crois qu'il y a des choses à faire là-dessus. J'aimerais beaucoup les retrouver, mais également sur mes photos sur les militaires, sur l'armée. J'ai également fait des reportages sur le développement industriel incroyable du Japon. Sur l'armée, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, les femmes arrivant dans l'armée américaine, par exemple, ça m'a beaucoup intéressé. Les femmes qui sont dans la 82e aéroportée, c'est-à-dire le fer de lance du combat américain, et qui sont intégrés maintenant à l'armée américaine, ayant fait moi-même mes obligations militaires, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes qui volontairement s'engagent dans ces unités qui sont quand même des unités d'action physique très importantes. Mais d'autres reportages m'intéresseraient de revoir, c'est-à-dire le développement économique énorme de Taïwan, de la Corée du Sud et du Japon, que j'ai photographié, également de l'Inde. Je suis resté 2 ans en Inde, pratiquement pour photographier depuis la vache et le mendiant jusqu'à la bombe atomique. J'ai tout regardé, j'ai tout photographié en Inde. Mais effectivement, elles n'étaient pas nécessairement d'actualité, ces photos étaient plutôt illustratives. Alors, peut-être ce serait peut-être bon elles appartiennent à l'histoire. Oui, bon, et puis elles m'ont été rendues par Corbis, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus. Oui. Mais j'ai beaucoup de photos qui ont été reportages qui sont intégralement dont vous n'aviez ici. pas conservé ni les négatifs, ni les tirages. Voilà, moi, pendant toute ma carrière, je donnais mes photos, mes négatifs, et mes diapos, je les donnais à l'agence.
bien sûr. Et c'est après tous ces terribles tremblements de terre des agences qui se sont vendues, qui ont disparu, qui se sont disloquées, que j'ai eu les retombées de ce que j'ai pu sauver de Corbis, notamment puisque c'était les derniers propriétaires, les derniers utilisateurs, de mon fonds photographique que j'ai récupéré en 2002, 2003, complètement revenu à moi en 2008 et que j'ai fait scanner, que j'ai rescanné. Je fais rescanner beaucoup de mes photos en Inde et il y en a beaucoup qui restent, je crois, à voir, à éditer. Ça, c'est le travail d'Eliane. Ça m'est difficile, ou ça c'est extrêmement facile d'éditer. Sur une planche de contact, disons une bonne planche de contact, je vais choisir une photo. Mais Eliane, non seulement elle va trouver cette photo, mais elle va en trouver 10 autres que j'ai pas vues. Et c'est ça notre complémentarité. Hein. Votre duo de choc. Écoutez, ça fait une liaison. On ne peut plus rêver pour le prochain podcast donc que je ferai avec Eliane Lafont. Je voulais vous remercier infiniment du temps que vous m'avez consacré. J'espère que bientôt on verra se déployer à nouveau sur les cimaises d'un musée ou dans une galerie vos images, peut-être vos images que vous avez réalisées à l'étranger. En attendant, on peut retrouver celles dont nous avons parlé sur New York et les États-Unis dans 2 livres en particulier, Le paradis d'un photographe et New York Up and Down, tous 2 édités chez Glitterati, et également dans un tout petit ouvrage destiné aux collectionneurs qui s'intitule New York Noir chez Peanut Press. Je voudrais aussi vous signaler un très joli petit livre fait par La Martinière, imprimé en France, et qui s'appelle « Nos stars en Amérique », des cartes postales de Jean-Pierre Lafont. J'ai à peu près une 50aine de stars françaises ou internationales que j'ai photographiées dans leur passage aux États-Unis et qui sont dans ce petit recueil fait par Eliane et que je trouve extrêmement intéressante. Et puis j'ai retrouvé beaucoup des gens que j'ai photographiés et qui m'ont aidé à présenter leurs photos, comme Brigitte Bardot, Vartan, Sheila, et puis Françoise Hardy, Régine, etc., qui ont mis des mots dans ce livre. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, je ne connaissais pas celui-ci. Je vais le découvrir bientôt, je l'espère. Merci encore, Jean-Pierre. Merci à vous.